Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Depuis le 12 septembre, j'anime un podcast autour de la gastronomie, des coulisses, des préjugés, des acteurs, des initiatives dans la food. Célébrer toutes celles et tous ceux qui participent avec engagement et bienveillance au rayonnement de l'art culinaire et tout ce qui s'y rattache. Chaque invité incarne des convictions sincères, indispensables pour mieux vivre, mieux manger, mieux être. Ce podcast a pour vocation de fédérer et aujourd'hui, autour de ma table, je reçois Samira Msirdi, présidente de l'association Tout un art. Bonjour. Bonjour. Olivier Candotti-Besson, consultant et formateur au sein de Tournemin Consult. Bonjour Olivier. Bonjour. Christophe Lara, chef exécutif de Sinclair Traiteur. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Nicolas Molina, directeur commercial de Go & Millau. Bonjour Nicolas. Bonjour Virginie. Alors Samira, peux-tu nous expliquer quelle est la mission de l'association que tu incarnes avec beaucoup de cœur ? Écoute, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, l'association Tout un art œuvre sur 3 volets. Donc, l'insertion professionnelle par la voie culinaire des femmes des quartiers prioritaires, le volet artistique, démocratisation de l'art toujours dans nos quartiers, et le volet humanitaire. Alors, est-ce que tu peux nous décortiquer essentiellement le volet culinaire ? Oui, parce que c'est sur ce volet-là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs l'an dernier, et où tu as participé à notre masterclass professionnalisation en cuisine. Alors, c'est un département qu'on a créé il y a quelques années au sein de l'association, qui avait vraiment pour but de pouvoir prouver aux femmes des quartiers prioritaires qu'elles avaient un réel potentiel économique à travers leur savoir-faire. Et on a voulu aller un peu plus loin pendant le Covid. Donc, on a monté un programme de professionnalisation qui regroupe des cours de cuisine traditionnelle française avec de la gestion, la formation HACCP, histoire de leur donner... d'ouvrir le champ des possibles un peu plus large, un peu plus grand à ces femmes et de les accompagner justement sur le chemin de l'emploi. Très bien. Voilà. Et du coup, ça se passe comment ? C'est sur combien de séances ? Alors, on est sur une vingtaine de séances. C'est un programme qui est financé par la politique de la ville et les collectivités qui nous sollicitent. On a la chance d'avoir des partenaires de cœur et qui font que ce programme peut exister et surtout lui apporter la valeur et la qualité des cours qu'on veut donner. On est hébergé dans la cafétéria Cora Garges-les-Gonesse, là où tu es intervenu l'an dernier. Donc le fait d'avoir un vrai plateau technique avec un plan de travail pour chaque femme, c'est quand même essentiel pour pouvoir respecter ce qu'on annonce, c'est-à-dire professionnalisation. Donc on utilise les bons mots avec les bons gestes et le bon matériel. Donc ça, pour moi, c'était très important. Et puis on a des partenaires qui font que la qualité est là. On a Métro. On a le CFA Médéric, on a Cora, comme je vous l'ai dit. On a la chance aussi de travailler avec Philippe Évesque, que tu as pu rencontrer. Et puis, on a également H-Market, partenaire de cœur, qui nous suit depuis le début de cette aventure. Le groupe est constitué de combien de femmes, grosso modo ? Alors, à chaque fois, on fait des petits groupes, parce qu'on essaye de faire du cas par cas. Donc, on est entre 8 et 10 femmes à chaque fois. Et du coup, quel horizon professionnel pour elles, une fois qu'elles sont professionnalisées ? Alors, les horizons sont variés, tu as pu le voir. On a des femmes qui ont un attrait plus pour la pâtisserie et du coup qui vont se lancer dans un CAP pâtisserie. Parce que du coup, elles sentent qu'elles sont capables et surtout légitimes. C'est surtout ça aussi c'est le volet sur lequel aussi on travaille, puisqu'on est avec des femmes qui sont vraiment très éloignées de l'emploi dans les quartiers prioritaires. Donc elles font déjà des choses chez elles, mais c'est pas du tout valorisé. Donc l'idée à travers nos actions, c'est de valoriser ce qu'elles font et de leur ouvrir le champ des possibles à travers tout ce qui est possible de faire. Donc pour elles, souvent,
le fait d'avoir un frein au niveau de la langue et de l'écrit, pour elle, un CAP pâtisserie, c'est pas possible. Alors que voilà, ce qu'on leur explique, c'est que à travers la cuisine et la pâtisserie, on est quand même sur un fort levier d'inclusion. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise en premier lieu pour l'accueil des migrants, etc., ici sur le territoire. Super belle initiative. Donc, tu as bien ta place ici aujourd'hui. Olivier. À moi. Alors, à toi. Donc, tu as créé Tournemin Consult. En quelle année ? Alors, en 2016, 1er janvier 2016, j'ai donc créé Tournemin Consult, qui est donc un organisme de formation qui est donc axé bien sûr sur les métiers de bouche, pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, etc. Et en fait, le hasard a fait que quand j'ai créé mon activité en 2016, au départ, je n'étais pas forcément parti sur la formation, mais plus sur du consulting. Donc, l'idée, c'était d'accompagner des boulangers, des pâtissiers dans leur aventure, parce que j'ai fait ça pendant 15 ans, puisque j'étais donc cadre commercial pour un moulin. Donc, je vendais de la farine et en même temps, j'accompagnais mes clients sur leurs projets. Et puis, au bout de ces 15 ans, j'ai eu un virage professionnel où un de mes anciens employeurs m'avait rappelé pour créer, et tout au moins être chef de projet pour développer un nouveau concept de boulangerie. Et puis, donc, j'ai quitté 15 ans d'ancienneté à 55 ans en disant, mais je vais partir sur un nouveau challenge, je vais faire quelque chose de sympa. Et puis, au bout de quelques mois, ce grand patron me dit, écoute, je suis seul à porter ce projet, ma gouvernance me suit plus. Donc, au bout de quelques mois, il me dit, écoute, j'arrête le projet. Donc, je me retrouve à me dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Et puis, je réfléchis. Puis, c'est mon fils qui a une trentaine d'années qui me dit, mais papa, avec l'expérience que tu as, crée ta boîte. Tu vas créer ta boîte de consultant, tu vas pouvoir faire ton propre truc. Et donc, effectivement, c'est parti, la genèse est partie de là. Et donc voilà, j'ai donc créé cette entreprise. Mais au départ, j'avais une vision à 360 degrés où j'accompagnais des gens, j'avais repris des cartes de commercial en étant agent co. Et puis en février de 2016, j'ai un de mes clients qui me dit, mais j'aimerais refaire toute ma gamme de pâtisseries, etc. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me faire ça? Et là, je le regarde, je dis, moi. J'ai dit, bon, ça fait quelques années que j'avais pas remis la main à la pâte, mais j'ai dit, allez, ok, banco. Et pour toi, c'est une expression qui marche bien, la main à la pâte. C'est ça, mettre la main à la pâte, ouais. Et puis en même temps, comme je suis issu du compagnonnage et des compagnons des devoirs, on a un terme qu'on dit souvent, on demande aux gens si on est capable, et on dit toujours capable, et puis si on ne l'est pas, on demande à des plus anciens de nous aider à le faire. Donc j'ai dit, ok, je ressors tous mes bouquins, etc. Et donc j'ai fait ma première formation chez lui. Et puis de là, j'ai tapé sur Internet, organisme de formation, et là, j'ai donc pris un numéro de déclaration d'activité de formateur, etc. Enfin, j'ai suivi le cursus. Et là, pour le coup, j'ai un peu abandonné la partie commerciale que j'avais lancée, et je me suis donc mis à fond dans la formation. Et puis au fil du temps, donc je faisais des formations que je fais toujours en entreprise, donc formation en intra, remise en place de la gamme, etc. Puis aussi même sur de la gestion humaine, management, etc. Enfin voilà, sur comment regérer une boulangerie, une pâtisserie, son équipe et autres. Et puis, je crois qu'on s'était rencontrés, Virginie, à ce moment-là. On travaillait ensemble sur la cuisine de Vincennes, où j'avais des demandes de consommateurs pour faire des stages, etc. Et puis, j'ai commencé à lancer ça donc, dans une cuisine que gérait Virginie à l'époque. Et puis, pareil, sur les réseaux sociaux, je vois préparation au CAP, prépa CAP, des candidats libres, etc. J'ai dit, mais tiens, il y a plein de gens qui veulent passer un CAP, mais qui n'ont jamais travaillé dans une pâtisserie, enfin dans un labo. Et donc, je dis, tiens, alors ça, c'était en mars, je crois, du mois, puis ils ont passé l'examen. J'ai dit, je lance une prépa CAP pâtissier en une semaine, révision des bases et CAP blanc. Et là, je lance à fond le truc. Et là, j'ai 2 candidats. Je me dis, mais je me plante au niveau budget, mais c'est pas grave, il faut que je lance le truc. Ouais, tu voulais le tenter, l'expérience. Voilà, et j'ai lancé donc, il y a plus de 4 ans, maintenant, oui, 4-5 ans, je lance ces prépas CAP pâtissier avec 2 candidates qui ont eu leur CAP d'ailleurs, parce qu'elles étaient super contentes. Et puis de fil en aiguille, mais l'année d'après, j'ai lancé une prépa CAP plus longue. Puis maintenant, on est centre d'examen et on forme une trentaine de personnes par an sur la boulangerie, la pâtisserie. Et puis on a lancé des formations complémentaires. Enfin voilà. Donc, je pourrais en dire plus après si besoin. Bravo, voilà. Donc, tu as aussi ta place ici, bien sûr. Christophe. Alors, bonjour. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire être chef exécutif d'un très grand traiteur ? Déjà, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Et puis, chef exécutif, en fait, d'un traiteur, c'est déjà l'innovation, être à l'écoute des clients, créer les nouvelles cartes. Les collaborations de chefs, parce qu'on fait énormément de collaborations avec des chefs et des grands noms.
Mais surtout, c'est l'innovation. L'innovation, c'est toujours être en perpétuelle, finalement, et constance du marché et des clients. Et aujourd'hui, les clients ont tout le loisir, finalement, d'aller partout. Donc, du coup, on se remet en question très largement tous les jours. Voilà, après, c'est surtout impulser aussi une vraie dynamique au sein des équipes aussi, et surtout se renouveler, parce que ça fait partie vraiment un peu de la tendance et de la permanence que nous on se donne. Et puis après, voilà, un traiteur, c'est l'événementiel avant tout. Après, c'est tout un tout, parce qu'en fait ça passe par la production, mais après c'est la logistique, le lieu qui change tous les jours, les hommes qui peuvent changer aussi tous les jours, avec un cadre assez fixe, mais en tout cas, c'est un perpétuel changement et un renouveau, on va dire, permanent, quoi. Et quel est l'effectif de l'équipe ? Aujourd'hui, sur Saint-Ouen-le-Monde, on est 50 en cuisine et une vingtaine en pâtisserie. Plus après tous les cuisiniers extérieurs, donc on est une petite centaine, quoi. Parce que quand je vois sur Instagram les énormes salles que tu fais, oui. Les couverts, tu as été jusqu'à combien de couverts à table ? On a fait, alors pas à table, parce que à table, oui, on est monté à 800, 900, mais sur la plus grosse réception que j'ai faite, et c'était l'année dernière, pour une marque, on a fait 9000 couverts sur un cocktail dans un lieu qui était divisé en 4, puisqu'en fait, du coup, on a créé 4 cuisines, on a créé 4 offices, on a créé 4 équipes distinctes. Et finalement, le lieu était unique, et à la fin était, au final, tout ensemble, puisque les gens ne sont pas perçus que finalement, ils étaient un peu mis dans un endroit spécifique. Et donc, du coup, les 9000 personnes, ça a pu cohabiter. Donc, c'était plutôt un événement assez incroyable. Non, mais c'est dingue. Mais quel challenge. Mais en termes de logistique, comment ça se passe, du coup, les tables, les verres Après, on passe à la fois, parce qu'on a un outil qui s'appelle l'atelier dans le groupe, le groupe Moments, puisque aujourd'hui... on a changé de nom, et on a l'atelier qui est entre guillemets un loueur pour nous en interne, qui est géré par nous. Et après, on passe par des loueurs de la place de Paris, qui aujourd'hui, il faut qu'on soit vigilant, parce que le matériel devient un sujet, comme le personnel d'ailleurs. Et de plus en plus, on s'aperçoit que finalement, le matériel ne suit pas, le personnel non plus, et que l'outil de production, finalement... peut, entre guillemets, subvenir aux besoins, mais pas forcément sur toute la logistique qui est après derrière. Donc, voilà, il faut anticiper. C'est un métier où il faut énormément anticiper. Et tout verrouiller, et puis rien oublier. Parce que quand on se déplace, c'est quand même assez compliqué d'aller chercher autre chose quand on a oublié. Je sais de quoi tu parles. Et tu disais justement le management et le personnel. Là, aujourd'hui, beaucoup de mes copains restaurateurs disent que c'est très, très compliqué de recruter. Oui. Quel est le nœud, en fait ? D'où ça vient ? Est-ce que c'était lié au Covid ? Quelle est votre analyse ? Alors, moi, je pense que... je pense que ça existait un peu avant. Je pense que juste que personne n'avait passé le pas, parce que finalement, il n'y avait rien. Donc, du coup, ils se disent, finalement, qu'est-ce que je peux faire, etc. Il y a eu le Covid, donc là, ils se sont tous, entre guillemets, recentrés sur eux-mêmes, et ils ont, entre guillemets, analysé un peu la situation. Donc, je pense que quand ils sont ressortis de ça, ils ont dit, finalement, c'est quand même, t'imagines ce que j'ai fait pendant des années, et t'as vu ce que je peux faire maintenant, et quelles sont les possibilités que je peux avoir. Donc, du coup, en plus, c'est devenu aussi l'offre et la demande maintenant. Alors, ce qui est bien, parce qu'il faut revaloriser à la fois le métier, même financièrement et autres, ça on le sait depuis des années. Maintenant, je pense que ça a quand même été plutôt fait et dans le bon sens. Alors, peut-être pas encore suffisamment, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui ont été faites. Mais surtout, ça a permis à des personnes de créer aussi un lien familial qui n'existait peut-être pas ou peu avant, parce que les gens travaillaient, donc du coup, ils ont
ils pensaient qu'au travail. Et là, après le Covid, en fait, finalement, les gens se sont retrouvés en famille, ont découvert d'autres choses, ont même redécouvert ce que c'était. Leur famille. Leur famille. Mais qui sont ces enfants? Mais ce sont les miens. Et donc, du coup, je pense que la bascule, elle est aussi de ce côté-là. Après, je pense qu'on a fait un... Moi, je parle du côté... parce qu'avant de rentrer chez Sinclair, j'étais dans la partie restauration classique, ce qu'on appelle les restaurants et hôtels. Quand on découvre le traiteur, c'est un autre milieu. On fait toujours de la cuisine, parce que ça, j'insiste bien et je le dis. On fait de la cuisine, c'est pas de l'assemblage, on fait vraiment la cuisine. Bien sûr. À votre niveau, oui. Voilà, on a toujours un saucier, on a notre charcutier, on a notre poissonnier qui lève le poisson. Enfin, voilà, est-ce que vous avez votre goûteuse? Samira est intéressée. En général, c'est moi qui Pour bouffe. Mais il faut savoir partager. Ah oui, surtout en cuisine, exactement. Non, après, je pense que le métier aussi de traiteur, finalement, enfin, réception d'événements et autres, n'est pas forcément mis en valeur aussi au sein des écoles. D'ailleurs, moi, je pense qu'on a un vrai... Enfin, d'ailleurs, c'est pas je pense, j'en suis sûr, parce que je le faisais avant, parce que j'ai fait aussi de la formation pendant 10 ans. On a un vrai rôle dans la partie formation et surtout de faire découvrir finalement un métier qui est un métier où finalement il faut être un peu malléable de plein de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que cuisinier. Il faut qu'on soit... déjà, il faut s'adapter en permanence à tous les lieux et les organisations. Mais surtout, il faut qu'au sein de l'école, en fait, finalement, parce que nous, en tout cas, il y a une spécialisation qui s'appelle la spécialisation traiteur, qui est d'ailleurs sur une année, donc ça paraît assez peu, mais qui finalement n'est pas forcément bien mis en valeur parce que c'est plutôt un peu une voie un peu de garage. Donc c'est ça qui valorise pas le métier. Voilà. Après, moi j'avais fait dans une classe, en fait, j'avais été voir une classe et puis pour expliquer un peu ce qu'on faisait. Et je leur avais quand même demandé s'ils connaissaient les 5 traiteurs, même pas parisiens, je veux dire en France. Plus, est-ce que vous connaissez les chefs? En fait, personne connaît réellement les figures ou voir les grandes enseignes parce que des fois, elles ne sont pas portées par un homme, ou comme on peut l'être dans un restaurant. Quand on a un restaurant, on a le chef, on connaît le chef. Voilà, c'est incarné, en fait. C'est incarné. Métier d'événementiel, c'est plusieurs métiers, donc du coup, c'est un peu plus difficile d'incarner ça. Après, le chef reste toujours le chef, mais il faut que derrière, il y ait une revalorisation. Puis je pense qu'il y a vraiment des choses à remettre en route. Et les écoles, c'est la base de tous les métiers. Il faut qu'on s'investisse, il faut qu'on se mette réellement en marche pour accompagner et puis comprendre aussi les besoins, parce que c'est toujours difficile d'arriver en disant je peux vous aider, mais des fois on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, donc voilà. Merci beaucoup Christophe. De rien. Nicolas. Virginie. Alors, combien existe-t-il de catégories pour le guide Goemio? Alors le Goemio, les restaurateurs sont référencés de 0 à 5 tocs chez nous. Donc ce sont des notes, on rentre dans le guide à partir de 10,5 sur 20, pardon. On est référencé et sur le site internet et dans le guide France. D'accord. Et comment on fait pour obtenir les tocs? Quels sont les différents critères? Comment ça se passe? Alors, on veut connaître les coulisses, même si tu peux pas tout dire. Ça peut être intéressant pour nos mamans. C'est ça. En fait, ça se base sur des enquêtes anonymes qui sont réalisées dans les établissements. Donc certains restaurateurs nous appellent aussi d'eux-mêmes pour dire « j'aimerais bien être enquêté ». Donc on a un directeur des enquêtes qui s'appelle Marc Esqueré, qui manage une équipe d'une 30aine d'enquêteurs à peu près, qui est en train de grandir parce qu'on a de plus en plus de demandes. Il y a beaucoup d'établissements qui se sont créés et on couvre vraiment tout le territoire français. Donc on a besoin d'enquêteurs. Enquêteur qui veut dire goûteur. C'est ça. D'accord. Non, c'est les bons mots, moi, je visualise. Il y a des formations qui sont réalisées dans nos locaux, dans les nouveaux locaux qu'on a dans le 16e arrondissement de Paris, que tu as pu visiter. Qui sont superbes. Voilà, donc dans l'atelier du goût, Marc réalise des séances de formation d'enquêteurs
dans la salle de formation. Ça, c'est super. Et qui sont ces enquêteurs? En fait, tu dis des gens veulent être formés, mais est-ce qu'ils ont forcément une formation d'hôtellerie, de restauration ou pas du tout? Oui, tous. Tous, d'accord, c'est le critère de base. Alors, tout le monde a envie de devenir enquêteur, ça donne envie, mais il faut quand même avoir une formation de base et avoir des notions de gastronomie et avoir un palais et un nez quand même bien Parce que développé. derrière, il y a un vrai impact, il y a des conséquences. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, il y a un vrai impact, oui, même si on met toujours en avant le côté positif. Si le restaurant ne mérite pas d'être toqué, il n'est pas toqué et on ne le fait pas savoir et il continue sa vie. Et par contre, on a à peu près 5000 établissements qui sont référencés chez nous. Donc les 5000 établissements qui sont référencés, ce sont des établissements qui valent vraiment le détour. Et est-ce qu'on peut, alors même si je ne voulais pas forcément faire le parallèle, mais est-ce qu'on peut être détoqué comme les étoiles peuvent être rétrogradées? Alors, il y a des établissements qui perdent des tocs. Alors, un établissement qui est à 0 toc ou une toc, c'est très rare qu'il soit détoqué. Après, quand on est dans des établissements à 3, 4, 5 tocs, où là on est vraiment dans des choses qui sont comparables avec les étoiles Michelin, là on peut avoir des gens qui sont pas rétrogradés, parce que c'est pas le terme, on n'aime pas ce terme, mais ils méritent des fois des axes d'amélioration sont à prévoir. Ça se joue à un demi-point près parfois pour passer d'une toque à l'autre. Donc quand les chefs nous appellent, on leur dit toujours pourquoi. Bien sûr. Voilà, la pédagogie. Voilà, c'est vraiment le côté pédagogique et on n'est pas là pour les punir, on est là pour les aider. Donc, Parce que je pense que déjà c'est une belle punition quand même de se dire on s'est un peu planté sur certaines choses et que pour les chefs ça doit être très très dur de voir que... Il y en a qui le vivent pas très bien, oui, mais vis-à-vis de Goemio, ils savent qu'on est bienveillant. Donc ils nous appellent et ils nous demandent pourquoi. Il y a vraiment un vrai dialogue entre Goemio et les chefs. C'est important ça. Ouais, c'est super important. Et du coup, quels sont les critères objectifs sur lesquels se basent les enquêteurs? Est-ce que c'est la salle, la création de menus, les tables, la vaisselle? Tout le restaurant est enquêté, donc ça va dès qu'on passe la porte d'entrée. Déjà, la façade de l'établissement. Oui, la façade, c'est important. Mais dès qu'on passe la porte d'entrée, tout rentre en compte. Ça va de l'art de la table à l'accueil, le service, le petit sourire qui paraît naturel, mais qui ne l'est pas pour tout le monde. Donc la qualité des produits, etc. Enfin, il y a une grille d'enquête qui fait plusieurs dizaines de pages. Donc le boulot d'enquêteur est sympa quand on est à table, mais après quand il faut faire le rapport, c'est un peu moins sympa. Ça peut prendre beaucoup de temps. Super, merci beaucoup. Alors, oui, mais je t'en prie. Le travail d'enquêteur, moi, quand je fais des formations accueil, servir et vendre dans des équipes de vente en boulangerie, puisque c'est mon cœur de métier, mais j'ai fait en restaurant aussi, je leur demande de faire des enquêtes dans 2-3 boutiques aux alentours, pas pour juger la concurrence, mais justement pour regarder la concurrence et regarder comment ils sont. Et souvent, à travers eux, ils voient leurs propres défauts. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne méthode parce qu'on critique facilement les autres, mais est-ce qu'on se regarde nous-mêmes? On a du mal à se critiquer soi-même. C'est ça. Et donc, cet exercice est toujours hyper intéressant. Mais la remise en question est primordiale pour avancer. Mais on le voit bien de toute façon. Enfin, Goemio, on est beaucoup présent en région avec nos Goemio Tours. Je pourrais y revenir un peu plus tard. Bien sûr. Mais les chefs se connaissent tous et vont tous manger les uns chez les autres. Et donc, ils partagent vraiment beaucoup leurs expériences et ils s'aident entre eux à s'améliorer. C'est bien. Ouais. Il y a pas trop, effectivement, de cette vision de la concurrence assez déloyale. Oui. C'est un milieu, enfin, moi je le fréquente un petit peu, mais pour certains, c'est vraiment l'entraide, la solidarité, parce qu'on a les mêmes valeurs. C'est ça, il y en a quelques-uns qui n'iront pas voir le voisin, mais c'est vraiment très anecdotique. C'est ça, il y a vraiment de l'entraide. La nature humaine est quand même bonne. Et je trouve beaucoup aussi avec la nouvelle génération. Ils aiment beaucoup apprendre les uns des autres. Alors justement, la nouvelle génération me fait penser à ce guide qui s'appelle 109. Oui. Donc j'adore le jeu de mots. 109, donc 109, mais pour le 109. Et donc, qui sont ces chefs qui sont dans ce guide-là? Alors le 109 de la gastronomie de Goemio, ce sont des jeunes chefs qui ont été en général découverts par Goemio. Alors Goemio, comme je le disais tout à l'heure, va beaucoup en région. Et en région, on va dénicher vraiment les jeunes talents, un restaurant qui a ouvert depuis 2 mois, etc. On a la dotation jeunes talents Goemio c'est un événement qui a été mis en place en 2014 avec pas mal de partenaires qui aident les jeunes à se lancer.
Donc ces jeunes, on les aide, on les met en relation avec nos partenaires qui leur font des dotations en produits ou en services, etc. Ça les aide à ouvrir leur établissement. Et en général, ces jeunes talents, après, sont 109, ou alors ce sont des tables vraiment remarquables partout en région. En 2023, la nouvelle version du livre 109, c'est un livre où chaque chef nous a fait une recette signature. Donc c'est devenu un livre de recettes également. Donc on a le portrait du chef avec l'établissement et ensuite une recette qu'on peut refaire à la maison avec plusieurs niveaux suivant son niveau d'expertise. On a 3 niveaux différents du débutant jusqu'à l'expert. Super. Alors, petite question sur cette sûr. dotation, du coup. Alors, c'est des chefs que vous allez dénicher ou vous faites aussi également peut-être un appel à projet pour qu'ils puissent... C'est ça, on fait un appel à projet. Les candidats peuvent déposer leur dossier sur le site internet Goemio. Et donc, après, on a une commission qui se réunit et qui sélectionne. On a découpé la France en 4. On a nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest. Et chaque région comprend entre 3 et 4 dossiers dotés par an. D'accord. Bon, je viendrai discuter avec vous à la fin si vous voulez aider une association sur le territoire. Alors justement, Samira, la transition est parfaite. Justement, tu parles de territoire, tu parles d'association. Ma question principale, c'est comment vous financez tout ça ? Quels sont les partenaires indispensables ? Alors, les partenaires indispensables pour monter ce projet-là, c'est bien évidemment les politiques de la ville, la politique de la ville qui finance le projet et les collectivités. Après, encore une fois, tu as vu la qualité de ce qu'on essaye de proposer. Hein. J'essaye vraiment d'amener l'excellence à nos quartiers, à nos femmes, à nos mamans. Donc du coup, je m'entoure de partenaires qui fédèrent au projet. Donc voilà, Métro, on a le CFA Médéric, on a H-Market qui nous aide aussi sur toute la partie alimentaire. Parce qu'il faut savoir que du coup, tu es toujours un peu limité. Un exemple tout bête, j'ai fait l'appel à projet en octobre. Je n'ai pas calculé le coût de l'inflation. J'ai juste envie de te dire, quand le beurre que tu utilises, il a pris 30%, les œufs ont quasiment doublé. Ça, je ne l'ai pas calculé. Donc voilà, merci H-Market et Métro de nous accompagner là-dessus, parce qu'on n'est pas en train de calculer. Attention, mesdames. Voilà. Donc ça nous soulage beaucoup. Et puis on est aussi sur un programme où on essaye de lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que le repas est partagé avec les femmes, nos partenaires, nos visiteurs. Ça, c'était un joli moment. Voilà, donc tout ça, ça a un coût. Et ce coût-là, c'est grâce à nos partenaires qu'on peut le vivre de manière super agréable et conviviale. Donc la ville, tu disais Blanc-Ménil ? Alors nous, je suis le siège de l'association État Blanc-Ménil. Donc c'est avec Blanc-Ménil qu'on a lancé le projet sur une première édition en 2021 et une en 2022. Et une qu'on réitère cette année. Donc ça a été financé par la politique de la ville. On a la chance également d'avoir la ville de Bondy, de Sevran et Villepinte. On monte en gamme, on a un vrai plateau technique, donc d'où l'importance d'être accompagné, la Parcora en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on est passé d'une masterclass à 5. Des partenaires également avec les bailleurs sociaux, les résidences Yveline Essonne avec qui on a fait le grand repas solidaire. C'est un bailleur qui nous fait confiance, qui nous commande une prestation qui fait quand même vivre l'association, parce que du coup, ça reste quand même un petit modèle économique que nous avons pour vivre. Et on a la chance de travailler avec des chefs. On a eu Gérard Salé qui était parrain de cet événement. On avait Babette de Rosière qui était également la marraine l'an dernier. Et c'est 250 repas gastro. C'est-à-dire que là, les résidences Yveline Essonne insistent sur la qualité. C'était quoi le menu ? Attends, dis-moi pas ça, j'ai oublié. Attends, je suis fatiguée. Alors, il y avait... Quel produit attends. C'était en quelle saison ? Les fêtes de fin d'année, c'était là au mois de décembre. Bon, donc déjà, il n'y avait pas de fraises. Non, il n'y avait pas de fraises. Ah non, puis en plus, nous, Philippe est super à cheval, c'est tout. Parle-nous de Philippe, parce que je voulais faire un petit focus sur Philippe. Bon, coucou Philippe. Donc, Philippe Évesque, donc ton binôme un petit peu. Oui, qui travaille, qui nous a rejoint sur cette aventure quand on a monté le projet. Alors, il est natif, il vit à Tours. Philippe, tu viens quand tu veux, dans le podcast. Inch'Allah. C'est compliqué. Ah ouais. Mais non, mais attends, il est souvent en région parisienne. Faut que tu arrives à l'attraper quand il est sur nos masterclass. Donc, c'est une rencontre qui s'est faite via les réseaux sociaux, LinkedIn. J'avais rencontré quelques formateurs en cuisine, etc., en région parisienne. Je sais pas, j'avais pas accroché. Puis moi, je fonctionne beaucoup au feeling.
Et du coup, j'ai eu ce monsieur-là qui m'a rappelé. On a échangé pendant 1 heure. En plus, je parle longtemps et tout. Tu vois, voilà. Donc, c'était long. Il m'a raconté un peu ce qu'il faisait, son parcours. Et ce que j'ai bien aimé, c'est sa notion du partage et de la transmission, qui était pour moi essentielle. Déjà, au téléphone, il était super zen, super patient. Et puis moi, c'est très important aussi pour les personnes qu'on accompagne. Et il avait ce multiple parcours, c'est-à-dire qu'il a eu son restaurant, il a été chef d'entreprise, donc il a eu son restaurant, il a travaillé en restauration collective et il a aussi travaillé pour des jeunes migrants. Donc tout ça combiné, c'était pour moi la personne idéale pour développer ce que j'avais envie de faire. Et donc vous travaillez très souvent ensemble. C'est lui le chef d'orchestre de finalement la masterclass. Ah oui. C'est avec lui qu'on développe. Il est à la base là, de tous les projets culinaires qu'on va développer. Très bien. Voilà. Tu nous en dis un peu plus, un projet prochain ? Alors, le projet prochain sur lequel je suis en train d'œuvrer, c'est le chantier d'insertion en restauration, parce qu'on a décidé d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, j'invente rien. Je réponds uniquement à des problématiques terrain. Donc, problématiques terrain pour la masterclass, c'était ces femmes passionnées de cuisine, mais qui n'étaient pas du tout en mode professionnel. Donc là, on a monté la masterclass, mais la masterclass, c'est 4 semaines, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas sur un truc extraordinaire. Donc, l'idée, c'est d'aller plus loin. Donc, le centre de formation. Et au-delà du centre de formation, pour pouvoir offrir quand même de la visibilité à ces femmes qui sont vraiment dans des difficultés extrêmes. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure quand on buvait notre café. Leur vision, c'est demain, après-demain. Elles n'ont pas une projection sur 1 mois, 2 mois, vu les difficultés qu'elles ont au quotidien. Donc là, on est en train de monter un chantier d'insertion en restauration. L'idée, c'est de pouvoir les faire progresser, de pouvoir leur ouvrir le champ des possibles, parce que du coup, elle travaille beaucoup sur la cuisine traditionnelle culturelle. Donc ça, c'est quelque chose à garder, à conserver et à développer, mais en même temps, de voir aussi beaucoup plus large. Alors, on s'est rendu compte sur ces masterclass que de découvrir des recettes qu'elles n'avaient pas du tout l'habitude de faire, de découvrir des produits qu'elles n'avaient pas l'habitude d'utiliser, du coup, ça a matché, elles étaient super fières. Je veux dire, le truc basique, une pisse saladière, elles étaient super contentes. Alors t'imagines, t'as une femme qui te fait magnifiquement un couscous, qui fait une pisse saladière, qui est presque en larmes en te disant regardez comment c'est beau ce que je viens de faire. C'est s'enrichir en fait. Mais c'est ça. Et du coup, comme elles sont tout le temps en mode, on est toujours enclavés dans nos quartiers. C'est quoi ? T'es à la maison, le centre social il est à côté, l'école elle est pas très loin, puis en plus t'as la chance d'avoir un hyper tu leur permets proximité. De s'ouvrir. Mais c'est ça, c'est pour ça que moi j'adore, et là messieurs, je fais appel à vous. c'est pour ça que tu fais du pied depuis tout à l'heure, je crois. Non mais ça, faut pas le dire, on le voit pas. et de faire des activités, des actions hors les murs, c'est-à-dire de pouvoir leur montrer qu'à travers la cuisine, où est-ce qu'on peut aller et jusqu'où on peut aller. On a eu la chance, grâce à nos partenaires et grâce à Nadia Mazouzi notamment, Nadia, je t'embrasse, c'est de pouvoir faire un atelier cuisine au ministère, par exemple. Une maman, un groupe de mamans qui vient, qui cuisine pour l'équipe ministérielle et qui passe à table avec la ministre. J'ai juste envie de te dire, pour ces femmes-là, mais il n'y a rien de plus valorisant. Bien sûr. L'idée aussi, Christelle, qui nous a ouvert les portes de Station F, des mamans à Station F. Mais après, on m'a dit, mais Samira, tu ramènes des mamans à Station F, elles vont pas ouvrir une start-up. Oui, effectivement, elles vont pas ouvrir une start-up. Et on ne sait pas, en fait. Et après, tu sais pas, parce que tu sais que là, on a des femmes de plus en plus jeunes qui rejoignent le programme. Là, j'ai 19 ans, 22 ans. Mais moi, l'idée, c'est quoi ? C'est de découvrir un lieu complètement insolite qu'elles ne connaissent absolument pas. On parle du téléphone arabe, donc là, on est vraiment encore mieux que la 5G, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer avec les enfants et les autres enfants du quartier. Voilà, elles vont raconter ce qu'elles ont fait, elles vont raconter ce qu'elles ont vécu. Et par le fait de communiquer sur cette petite parenthèse qu'on s'est offerte à Station F, ils vont entendre parler de la Felicita, un endroit super sympa où tu peux aller te poser et puis où tu peux aller aussi bosser. Et puis, justement, cette niche de start-up et d'incubateur pour pouvoir développer une activité, tu vois ? Donc, en gros, c'est de faire de l'informel du formel et en même temps de pouvoir aussi passer des messages et puis leur dire faut bouger un peu et sortir un peu de nos quartiers. C'est ça le message. Donc voilà, donc je fais un appel à tous ceux qui aimeraient nous recevoir et partager un moment avec nous et nous offrir une escapade gourmande et sympathique. Et écoutez, on est là. Merci beaucoup, Samira. Christophe, sur les réseaux sociaux, j'ai souvent lu ton slogan « Eat good, feel good ». En quoi l'alimentation est-elle un enjeu majeur dans notre société actuelle ? Pourquoi c'est important de bien manger, de mieux manger ? Et quelles sont les priorités chez Sinclair ?
De toute manière, donc nous on travaille essentiellement avec des producteurs, bien sûr des distributeurs, mais qui sont quand même avec un cahier des charges strict et de plus en plus strict, puisqu'aujourd'hui on est sur le local suivant les saisons, parce que forcément on s'aperçoit quand même rapidement qu'il y a aussi un peu de décalage, mais essentiellement français, que ça soit légumes, fruits, viande. Les poissons, c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, la pêche, je pense que tout le monde connaît un peu le sujet. Elle est un peu plus compliquée chez nous. Mais elle peut rester aussi, ce que moi j'aime bien, c'est le bassin méditerranéen, puisque en fait, le bassin méditerranéen, on est quand même dans la Méditerranée. Et c'est très riche. Et en plus, on peut partir de plusieurs horizons, en fait, tout autour de la Méditerranée, justement, avec aussi, j'ai rencontré des gens qui sont actifs avec, justement, vous parliez d'aide, il faut aider les pêcheurs, et pas que forcément ceux qui sont en Bretagne, il y en a d'autres en Méditerranée qui ont besoin, et qui sont souvent de l'autre côté de la Méditerranée, justement, et où il y a des vrais programmes, et du poisson qui est très riche, en termes de peu connu aussi, mais qui est très très bon. Donc on est quand même un méditerranéen, donc c'est quand même bien. Et après, nous, chez Sinclair, on est vraiment axé sur aujourd'hui effectivement le français. Après, il y a toute la partie RSE, puisque de toute manière aujourd'hui, même la consommation. Moi, j'ai travaillé aussi des cartes où on fait une inversion un peu entre la protéine et le légume, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur les légumes que sur la protéine. On a baissé. On s'interdit aussi quelquefois des produits qui sont, je dirais aujourd'hui, trop carnés, puisque c'est aussi ceux-là qui sont... mais bon, après, on a les clients, donc en fait, c'est le mix qu'il faut trouver. Le juste équilibre. Le juste équilibre. Et puis après, il faut pas qu'on... En fait, nous, on est aussi... moi, je considère qu'on est leader dans ce qu'on fait. Donc, du coup, il faut qu'on montre aussi une voie. Donc, moi, je milite beaucoup pour ça. On travaille avec des petits producteurs. Il y a, dans le Vexin, on a découvert un producteur de morilles. Il me fait les morilles 2 mois dans l'année. Donc, c'est fabuleux. Samira, tu as envie de goûter ? Ouais, non mais... Pardon. Mais en fait, je m'étais interdit, moi, finalement, d'utiliser ce produit-là parce que je trouvais qu'il était... soit il arrivait de loin, soit il n'était pas forcément toujours qualitatif, ou alors après, forcément, il y a un prix derrière. Donc, et là, on a trouvé un juste équilibre avec un jeune producteur qui s'appelle Sacha, qui m'a fait découvrir. J'étais chez lui. On a découvert, en fait, moi, je pensais même pas qu'on pouvait la faire pousser. Donc, c'est assez extraordinaire. Et en plus, là, on a un produit de qualité. C'est quoi son nom entier pour qu'on puisse aller le voir ? Ah, on n'a pas le droit. Ah oui, alors attends, là, c'est chasse gardée. Pardon. Attention, non, pas du tout. Je comprends. Mais je comprends. Je ferme la parenthèse. Non, pas du tout. Je le dirai, mais il faut que je le cherche. C'est pour ça. Moi, je l'appelle Sacha, et donc du coup... donc, jeune producteur en plus, ça, c'est la nouvelle génération. Oui, puis voilà, après, c'est... on va aussi préparer les Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques à Paris, c'est très, très gros. Moi, je suis en train de voir comment on peut déjà travailler avec des producteurs pour la saison de l'année prochaine, pour justement leur demander ce qu'ils peuvent nous fournir, comment, et qu'on puisse en fait travailler un peu à l'envers. Au lieu de dire je veux faire ça, je vais dire j'ai ça de disponible, je vais travailler avec ça. C'est souvent ce que fait le chef quand il va au marché. Hein. Il fait son marché, puis en fonction du marché, il fait sa carte. Du jour. Exactement. Et ça, je trouve que c'est... Puis on a perdu, en fait, aussi. J'en parlais avec des chefs. Je veux dire, aujourd'hui, les chefs ont perdu l'habitude d'aller au marché. Parce que tout arrive au restaurant, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que finalement, il faut s'occuper de tout, et le produit, finalement, il arrive. Bon, là, il y a beaucoup de gens aussi qui circulent dans Paris pour faire découvrir d'autres produits. Donc ça, c'est très bien, parce que ça revient. Parce qu'avant, c'était un peu aseptisé, tout ça. On n'avait plus personne qui passait, on découvrait plus rien. C'était assez mécanique, en fait. C'était mécanique. Là, maintenant, ça revient. Voilà, après, on a aussi, en Ile-de-France, il y a de plus en plus
de personnes déjà, qui font des très bons produits, qui travaillent très bien, qui doivent être mis en valeur. Et voilà, après, il y a ce qu'on peut tous imaginer, il y a la saisonnalité en fonction du temps et autres. Mais bon, après, il y a aussi différentes régions où on peut aussi aller piquer à droite à gauche, qui fait que finalement, on a une amplitude sur le produit un peu plus longue que si on n'est que local ou que dans une région. Donc ça, c'est aussi ce qu'il faut... Et puis après, il y a la partie du bio, qui est aussi un élément principal aussi dans ce qu'on fait. Puis là, on a un petit projet, ça rejoint un peu les choses, c'est qu'on est en train de travailler pour mettre aussi un travail avec un ESAT sur le légume. Donc pour un peu à la fois... déjà travailler, mais aussi comprendre, et puis aussi leur donner de la formation pour arriver à faire des choses. Donc voilà, donc avec des produits locaux et avec Nesat. Donc ça, c'est des projets aussi. Voilà, parce que je suis quand même attaché à beaucoup de valeurs de la formation, du fait de mon parcours qui est... Moi, j'ai fait un apprentissage, donc je suis très attaché à l'apprentissage. Qui est souvent pas très bien ou toujours fait correctement d'ailleurs, parce qu'il faut un vrai suivi, c'est pas juste prendre des apprentis ou autre, il faut un vrai suivi. Et donc la transmission, le savoir, la formation, c'est important. Voilà. Et aujourd'hui, on est plutôt on reprend aussi une orientation, parce que ça n'a pas toujours été cette voie-là, mais là depuis 4 ans, on va dire, on est vraiment sur ça, les saisonnalités aussi, les produits français. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. En parlant de formation, oui, je Olivier. sais que dans Saint-Clair-Traiteur, il y a beaucoup de compagnons, de jeunes qui sont itinérants, compagnons du devoir et qui travaillent dans l'entreprise. Parce que je les côtoie de temps en temps. Donc j'ai de temps en temps des échos. Alors Olivier, justement, Oui. je te relaisse la parole. Qu'est-ce que tu veux me Donc, demander? parallèlement à ton métier de formateur, Oui. tu es apiculteur. Oui, c'est pour Donc, ça. est-ce que tu peux me raconter le lien qui est très joli, un vrai lien d'amour avec tes abeilles? Alors, les abeilles, déjà, c'est arrivé il y a une douzaine d'années où j'avais vu un reportage sur Arte, d'ailleurs, sur le déclin des abeilles, c'est-à-dire qui étaient en danger et qui étaient donc maltraitées à cause des pesticides, à cause des insectes qui les attaquaient un peu de toutes parts. Et donc, j'ai cherché sur Internet une ruche dans mon jardin. Et là, je me dis, mais tiens, on peut en mettre. Il y a des gens qui ont témoigné de mettre des ruches dans le jardin. Puis je découvre qu'à Paris, il y a plein de ruches. Et donc, voilà. Puis petit à petit, ça fait son chemin. J'en parle avec un de mes clients à l'époque, pour qui je vendais de la farine, un boulanger dans le 13e. Il me dit, mais tu sais, il y a un petit magasin dans le 13e, là, sur la butte aux Cailles. Il s'appelle Abeille. Va voir, ils vendent du matériel. Ah bon? Du matériel d'apiculture. Donc, je vais le voir. Puis l'ancien, il me dit, ah oui, mais écoutez, c'est formidable. Il me dit... je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient pour faire de l'apiculture? Mais il me dit, vous avez des ours par chez vous? Je dis non. Donc, ils n'ont déjà pas de problème. Voilà. Puis après, il ne faut pas être allergique aux piqûres des abeilles. Ça, c'est un autre problème. Et voilà. Et donc, je suis allé me former dans un rucher école qui est dans le sud de l'Essonne, donc le syndicat des apiculteurs de Val-Essonne. Et là, j'ai donc découvert l'apiculture. Et puis un jour, j'ai eu ma première ruche, deuxième ruche. Puis maintenant, j'en ai une dizaine. Et c'est une vraie thérapie pour moi, parce que quand je passe mon nez dans la ruche, j'oublie tout le reste et je suis hypnotisé par ça. Mais tous les gens que je rencontre qui fabriquent leur miel disent ça. Ouais. Et puis, d'ailleurs, il y en a un qui un jour, il m'a dit, à 50 ans, si t'as pas une ruche, t'as pas réussi dans la vie. Donc voilà, et donc non, c'est une vraie passion, c'est extraordinaire. Puis j'ai des petits-enfants, j'ai un petit-fils de 7 ans et qui est passionné aussi par l'apiculture. Du coup, je fais beaucoup de conférences dans les écoles aussi, parce que en fait, à la commune de Viry-Châtillon, où j'ai mes abeilles dans mon jardin, il y a un jardin de la biodiversité, donc j'ai un partenariat avec la commune où j'ai mis des abeilles dans le jardin. Et donc le deal, c'est ils me laissent un bout de terrain dans le jardin communal, mais en même temps, je fais des conférences dans les écoles pour transmettre la passion de l'abeille et la biodiversité, etc. Et je trouve que c'est fabuleux de transmettre ça. Et bien sûr, le miel dans la pâtisserie, c'est une des matières premières qui est quand même assez extraordinaire. Et puis du coup... j'adore le nougat, donc quand je fabrique du nougat, bien sûr, c'est avec le miel de mes abeilles, etc. Enfin, voilà. Christophe, tu voulais rebondir sur J'ai entendu parler de quelque chose sur Paris. D'ailleurs, il y avait beaucoup de ruches auparavant, parce que, il y a longtemps, il y a très 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 longtemps, parce qu'il n'y avait pas de sucre
Et donc, du coup, la pâtisserie était faite avec le miel. C'est vrai, oui, le miel. Et donc, du coup, comme il y avait beaucoup de pâtisseries à Paris et autres, en fait, il y avait beaucoup de ruches à Paris. Oui, puis les ruches à Paris, dans l'urbain, elles se portent mieux qu'à la campagne, parce que justement, il n'y a pas de pesticides. Et donc, voilà, il y a un peu de pollution, mais a priori, ça les dérange pas. Puis je crois qu'ils ont déjà fait des analyses. On ne retrouve pas de résidus de pollution dans le miel, mais... Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un petit pot de miel sur la table. Il nous a apporté un petit pot de miel. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Nicolas, selon toi, quelles sont les 3 qualités essentielles pour pérenniser un restaurant ? Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein, sinon... C'est sûr. Sinon, tout le monde serait encore là. Mais on parle de bons produits depuis tout à l'heure. Ça, c'est la base. Hein. Si on cuisine de bons produits, forcément, ça se ressent après dans l'assiette. Il faut avoir envie de faire plaisir aux gens. C'est ça. Si on a envie de faire plaisir, ça va se ressentir dans l'assiette. Il faut vraiment être sincère. C'est la qualité de l'accueil, ce qu'il y a dans l'assiette. Le fameux sourire. Voilà, le fameux sourire. C'est tout ça qui va faire qu'un établissement a du succès. Mm-hmm. Et du coup, les chefs que tu rencontres, parce que toi, ton rôle, finalement, c'est quoi ? Alors, mon rôle, moi, je suis directeur commercial chez Goemio. Je suis arrivé pour reconstituer une équipe qui est divisée en plusieurs secteurs d'activité. La première équipe que j'ai remis en place, c'est l'équipe télémarketing qui est en relation avec les chefs. La relation avec les chefs, c'est hyper important. Il faut qu'on leur parle. Donc, ils sont là vraiment pour rétablir la connexion avec eux, ce qui n'était plus trop le cas auparavant. Il faut savoir que les chefs sont référencés gratuitement dans le guide, parce que je sais qu'on se pose beaucoup la question, qu'il y a des bruits qui courent parfois. Les établissements qui sont référencés dans le guide sont là. C'est bien de rectifier. Voilà, c'est l'occasion de rectifier. Et donc, cette équipe est en relation avec eux s'ils ont des questions, notamment sur leur notation, etc. Ensuite, on a une équipe qui s'occupe de trouver les partenaires, justement, dont on parlait tout à l'heure pour les dotations jeunes talents, mais aussi pour les Goemio Tours. Les Goemio Tours, ce sont des événements qu'on fait 11 fois dans l'année, parce qu'on a 11 guides régionaux. On a le Guide France qui référence les meilleurs établissements français, mais aussi en région. Donc, on a découpé la France en 11. Et chaque événement, 1 à 2 fois par mois, c'est l'occasion de lancer le guide régional où on récompense le Goemio d'or, le meilleur sommelier, l'accueil, le jeune, etc. Enfin, il y a 11 trophées qui sont remis. Très bien, super. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, par rapport à toutes ces enquêtes qui sont faites, quel est le taux, en fait, enfin, c'est vrai que ça m'est venu comme ça, mais entre ceux qui sont enquêtés et ceux qui sont labellisés? C'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. C'est assez compliqué de répondre parce que les enquêteurs parfois vont faire des enquêtes sans qu'on leur demande et nous le disent pas forcément. Donc, ouais, c'est ça. C'est que ils sont mandatés par marque, notamment pour aller découvrir des établissements. Mais parfois, ce sont des gens qui aiment beaucoup aller sillonner les petites routes de France, etc., qui vont découvrir la petite auberge, le village le plus petit qui est référencé dans le guide Goemio comporte 15 habitants. Donc, c'est pour dire, on va vraiment au fin fond. Donc, 15 habitants et il y a un restaurant. C'est une auberge. Et il y a un resto, c'est une auberge, exactement. Donc, c'est assez compliqué de sortir un taux. Oui, non, mais j'imagine. Ouais. Mais grosso modo, c'est quand même... Enfin, il y a rarement des rejets. Il y en a. Il y en a. Il y a des enquêtes qui sont menées et ça ne donne rien. Donc, on n'en parle pas. Non, mais ça, c'est bien, ce côté bienveillant. J'avais une question. Oui, Olivier, tu interroges tout le monde, c'est bien. C'est bien. En fait, c'est vrai qu'un guide ou un bon restaurant, il suffit que ça change de chef et tout d'un coup, c'est plus ce que c'était avant. Souvent, on dit, tiens, t'es un endroit, oui, mais attends, c'est plus la même chose. Mais du coup, est-ce que tous ceux qui sont dans un guide sont donc systématiquement revisités tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais pas quelle est la périodicité, pour que on ait toujours un renouveau? Et surtout aussi pour avoir un nouveau guide à chaque fois. Ouais, c'est ça. Alors, les restaurants, les établissements ne sont pas forcément enquêtés tous les ans, mais tous les 18 mois. Si on ne peut pas le faire dans l'année, on le fait quand même régulièrement. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'enquêteurs, parce qu'il faut mailler quand même le territoire avec le nombre d'établissements plus qui ouvrent et qu'il faut aller découvrir.
En beaucoup. plus, vous avez une grosse concurrence avec les réseaux sociaux, les gens qui mettent des commentaires, Google, TripAdvisor, machin, etc. C'est ça. Du coup, tout le monde se prend pour un gastronome. C'est ça. Ouais, se permet de noter. Non, enquêteur, c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre les avis qu'on trouve sur les moteurs de recherche et un guide gastronomique, quel qu'il soit d'ailleurs. Bien sûr. D'ailleurs, les visites, généralement, j'imagine, elles sont pas... Elles sont anonymes. Elles sont anonymes et le restaurateur n'est pas prévenu. Non, c'est vraiment anonyme et non, il faut qu'on soit vraiment dans les conditions d'un client lambda. Bon, alors, je ne citerai pas le restaurant. Qui note tous ces trucs, non, mais samedi, j'ai été manger avec ma mère. Alors en bien ou en mal? Ah, mais je me suis dit, c'est pas possible. J'avais regardé ça sur Internet, etc. C'était super bon. C'était... Mais qui? Enfin, c'était quoi? C'était mal pas un tombé. guide. Hein? Non, c'était pas un guide, les réseaux Non, sociaux. ouais, Alors, à se méfier à 1000 fois, parce que du coup, tu te rends compte que tu as un influenceur qui vient, donc c'est organisé, c'est préparé, donc tu avais des belles assiettes, mais c'était pas du tout la mienne. Et ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tout est orchestré, tout est scénarisé. C'est la différence entre des guides et des influenceurs. dont c'est le métier, et des influenceurs ou le grand public qui va mettre des commentaires et qui se prend pour un enquêteur. Parce que là, tu dis, il y a un décalage. Oui, il y a un gros décalage. Et quand par exemple, il y a un établissement qui est noté, qui est peut-être en dessous de ce qu'il était avant, est-ce qu'on refait passer quelqu'un d'autre pour être sûr, ou c'est... Alors, ça dépend des établissements et des enquêteurs. D'accord. C'est ça. Alors, en général, de toute façon, c'est toujours tranché après avec Marc. C'est pas la décision seule de l'enquêteur. Alors, il se peut que Marc repasse, même s'il y a beaucoup d'établissements où il est connu maintenant, donc il peut plus aller. C'est ça, oui. Mais si on a le doute, on fait repasser quelqu'un derrière. Oui, ça arrive que justement, avant d'enlever un demi-point ou un point, on ait une deuxième enquête, parce qu'il peut y avoir justement un mauvais jour. Et donc, et encore une fois, le but du jeu chez Goemio, c'est d'être bienveillant et d'aider les restaurateurs. Donc, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que notre métier, la restauration, c'est quand même un métier où on se remet en question quand même 2 fois par jour. Au moins. Minimum. Ouais. Donc, il n'y en a pas tellement beaucoup. Vrai. C'est tellement vrai. Non, mais c'est un établissement n'est jamais rétrogradé sans qu'il y ait eu au moins 2 passages et l'intervention de Marc pour participer à la décision, etc. Ok, merci. Alors, fin de la première partie. La deuxième partie commence. Alors, vous avez un petit sac. Là. Prenez chacun 4 petits papiers. En 1825, date de publication de la physiologie du goût, le gastronome Jean-Anthelme Brillat-Savarin n'avait sûrement aucune idée du succès que remporterait le 4e aphorisme de son œuvre. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Donc, je vais voir qui vous êtes au travers de ce que vous mangez. Donc, c'est des questions 4 par personne. Samira, tu peux commencer. Ah, chocolat blanc ou chocolat noir? J'aurais dit chocolat au lait, mais... tu dis ce que tu veux, hein. Après tu peux rectifier. Mais à dire vrai, quand c'est bon, j'aime les 3, moi, il n'y a pas de... D'accord, Samira, parfait. Vas-y, continue. Tu fais les 4, vous faites les 4. Entrecôte ou bavette? Je dirais bavette. D'accord. Allez, Charlotte. Après, tu fais une analyse, c'est ça? Non, je ne suis pas Brillat-Savarin, mais c'était juste pour savoir. Voilà. Terrine ou rillette? Alors, tu vois la difficulté qu'on a chez nous, puisque je suis de confession musulmane et que je mange halal. Donc, terrine ou rillette, ce qu'on a, nous, c'est pas génial. Ah, c'est pas génial. Sauf que j'ai découvert aussi, il n'y a pas très longtemps, à l'UNESCO, un chef qui avait fait une pâte en croûte, version pastilla. Alors, je lui dis, tu ne me racontes pas ce qu'il y a dedans. Mais est-ce que c'était bon? Ah, c'était super bon. Voilà, n'est-ce pas le principal? Ah, mais je peux te dire, j'ai été 3, 4 fois, 5 fois Je lui ai ramené des pastels, je me suis dit, on peut troquer Non, c'était terriblement bon. Tu vois, et c'est ça aussi, aujourd'hui, le fait de remettre au goût du jour la cuisine, de la démocratiser, et puis surtout, de pouvoir lui donner aussi ses lettres de noblesse, puisqu'il fut un temps quand même, avant toutes ces émissions culinaires, etc., où quand tu t'annonçais à tes parents que tu faisais un sapé cuisine... bien sûr. C'était pas la joie à la maison. Donc du coup, le fait d'avoir nous aussi de plus en plus de charcutiers traiteurs, de volaillers, etc. de qualité,
du coup, tu peux arriver aussi à faire de bons produits. Donc, terrine oreillette, je te le dirai dans quelques temps, je ne sais pas encore. Voilà. Ah, boudin blanc ou boudin noir, connais pas. D'accord. Je peux pas te dire. Après, j'ai pas. T'aimes pas? Ah, je sais pas, je connais pas, parce que boudin blanc, boudin noir, on n'en fait pas. Ouais. Donc, Mais Philippe, il a dit que c'était très bon, le boudin noir. Ah, c'est très bon. Voilà. Vous aimez le boudin noir? Ok, merci. Nicolas? Alors, amaretto ou grand marnier? Plutôt amaretto. D'accord. Céleri ou chou-fleur, le céleri. Tandoori ou colombo, le colombo. Qui pour moi, j'en ai beaucoup mangé quand j'étais jeune, justement, avec beaucoup d'amis en classe, etc. C'était le plat de partage, etc. Donc, de très bons souvenirs. Et Bordelais, Bourgogne ou Alsace, plutôt Bourgogne. Très bien. Christophe? Zester ou mandoline, je dirais. J'aime bien les raps, alors c'est pas. Non, je plaisante. Non, mais zester pour apporter toujours quelque chose de vivifiant. Vin blanc ou vin rouge, j'ai plutôt une préférence sur le vin rouge. Paris-Brest ou Saint-Honoré, je dirais Paris-Brest. Et olive verte ou olive noire, je dirais olive noire. Merci. Olivier? Alors moi, langoustine ou gambas? Moi, je serais plus gambas parce que la langoustine, quand on mange, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est tellement, c'est vrai que ça, c'est subtil effectivement, mais alors dis donc, il faut avoir des petites pinces pour récupérer ça. Donc voilà, les gambas. Citron vert ou citron jaune. Alors, j'ai un penchant pour le citron vert, mais j'allais dire le yuzu. C'est un peu un compromis des deux. Bec salé ou sucré. Alors, je suis quand même un peu plus sucré. Ouais. C'est vrai que par mon métier, je suis devenu gourmand et souvent on fait le métier de pâtissier parce qu'on est gourmand. C'est un peu le truc. Et viande crue ou poisson cru, alors j'aime bien les deux, mais j'aime bien un bon tartare. Je me régale avec un tartare. Ouais. Donc tartare de bœuf. Tartare de bœuf, oui, c'est vrai. Tartare de bœuf, surtout en cette saison, avec des bonnes frites chaudes, c'est extra. Alors, j'ai oublié de te poser une vraie question. Oui. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Quelle est la pâtisserie française la plus compliquée à réaliser? Ah voilà, bah ça oui. justement. Je la voulais, je celle-là. l'attendais celle-là. En fait, je dis que il y a rien de très difficile dans le métier, du moment qu'on a appris, on a le savoir-faire, mais qu'on nous a transmis. Et déjà, ce que j'explique souvent à des jeunes quand ils commencent dans le métier, ou même ceux qui sont en reconversion, c'est une fois qu'on a les méthodes de base, qu'on a bien compris la base du métier, après on peut effectivement faire plein de choses. Mais j'ai une citation de Lionel Lallemand que tu connais, qui est donc de Saint-Clair, que j'ai croisé quelques fois dans des réunions, parce que chez les compagnons, on fait des réunions qui s'appellent le devenir des métiers, le devenir du métier, et donc on travaille, on réfléchit à comment peut évoluer le métier dans les 10 ans à venir pour justement adapter les formations, voir un peu les tendances actuelles, etc. Et Lionel Lallemand avait sorti une chose lors d'une de ces réunions. Il avait dit, mais la pâtisserie, c'est comme la musique. On a 7 ingrédients de base. Et avec ces 7 ingrédients, on fait des choses à l'infini. Et comme la musique, on a les 7 notes et on fait des concerts et de la musique aussi bien classique que moderne, etc. C'est très beau. Et donc voilà. Puis après, il y a aussi les 4 éléments qu'on emploie autour de notre fabrication, que ce soit l'air, la terre, le feu ou l'eau. Grâce à ces 4 éléments, on peut mettre en œuvre. Donc tu n'as pas répondu à ma question en attendant. Et donc non. Dur. Parce que là, tout à l'heure, on avait Paris-Brest. Oui. Alors, ou l'autre Saint-Honoré. Le Saint-Honoré. Après, le Saint-Honoré, si c'est en crème fouettée, crème chantilly, c'est pas très compliqué. Paris-Brest, c'est une mousseline, c'est un peu plus technique. Donc effectivement, il y a des techniques, mais voilà, je dis qu'il n'y a forcément rien de forcément difficile, mais voilà, quand on ne sait pas, on apprend. Et puis une fois moi, quand je dis si je suis capable de le faire, tu dois être capable de le faire. Et alors, le dessert que tu adores réaliser? Alors, qu'est-ce que j'adore? Tu prends un kiff monumental. J'adore le réaliser parce que j'adore ça, c'est le millefeuille. Voilà, millefeuille bien croustillant avec une bonne crème à l'intérieur, ça c'est un vrai délice. Oui, donc 11h, on a faim. C'est ça, voilà. Et puis après dans la confiserie, puisque tu me parles de pâtisserie, mais la confiserie c'est le nougat. J'adore faire du nougat. Avec ton miel. Avec mon miel, voilà, c'est ça. Et donc faire du nougat blanc aux amandes, des pistaches. Je fais souvent des démonstrations parce que je fais des marchés de Noël pour vendre mon miel. Et donc j'installe sur le stand mon cuiseur, etc. Et je cuis du nougat devant les gens. Et donc c'est une animation terrible. Voilà. Génial. Bien. Alors, j'ai encore 3 questions. Oula. Ah oui, non mais attendez. Pourquoi moi? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis une ancienne professeure de lettres. Ouais. Donc forcément, j'ai toujours une part de littérature en moi. Donc, pour conclure cette session de convivialité très gourmande, un passage de la littérature de Proust qui me rappelle à ma première vie de professeur. Mais
quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Et vous, quelle est votre Madeleine de Proust ? Eh oui, la petite question subsidiaire surprise. Dans le culinaire. Oui, l'idée c'est que L'idée, c'est c'est voilà, ça. quelque chose que tu manges Alors, et qui te projette Moi, quelque part, c'est salé ou sucré. la mouna. Alors Parce qu'est-ce que que je suis d'origine d'Algérie, je suis algérois, et la mouna est une spécialité qui était arrivée d'Espagne, d'Alicante, qui est arrivée ensuite d'abord à Oran et puis ensuite à Alger, et c'était la brioche qu'on consommait à Pâques. C'est la première brioche qu'on mangeait sur l'herbe au moment de Pâques, et donc mon père qui était chef pâtissier en Algérie au Milk Bar et qui avait rapporté cette recette donc dans la boutique qu'ils avaient à Juvisy. Et donc, à chaque fois que je pétris de la mouna, que je sens cette mouna, la fleur d'oranger, le citron, etc., ça me rappelle plein de choses, et voilà. Alors, on se connaît depuis combien de temps ? 5 ans ? Je ne savais pas que tu étais de cette Que j'étais origine. algérois, mais voilà. Pas du tout. C'est incroyable. Les autres ? Je vais les laisser... C'est difficile, hein, je Ouais. sais que c'est difficile. Alors, une saveur que tu aimes manger, qui te réconforte, ça peut être ça aussi, un plat qui te réconforte, dans lequel tu prends du plaisir quand ça ne va pas, quand tu es fatigué. C'est pas facile. Ah, mais quand t'es gourmand, t'aimes plein de choses. Oui, mais Donc ça ne là- te procure pas la même chose. Ouais. Moi, j'aime tout. Alors aussi. moi, j'ai une idée, bien évidemment, mais du coup, ça fait trop... Tu vois ? Ça fait trop quoi ? Comment Il t'expliquer ? n'y a pas de réponse. Tu sais, Non, la mais- prof, elle va pas te noter. Hein. Ah Il non, n'y a non, pas non. Ah non. de bonne réponse. Mais de là, copie à Samira rendre. Nsirdi, si je te dis le couscous, ça fait un peu cliché. Bah tu non. vois ce que je veux dire ? Bah non, c'est ton identité. Et Mais oui. qu'est-ce qu'on a dans ce couscous ? Voilà, Alors, dis-nous. non, Et puis, c'est le au-delà... couscous de ta maman qui est meilleur. Et c'est... Non, celui de ma grand-mère. Ah, Grand-mère. voilà. Et du coup, c'était presque un événement. C'est-à-dire que tu peux te dire, le couscous, c'est toutes les semaines. Alors nous, c'était pas toutes les semaines, mais quand elle le faisait, c'était un événement. Alors Comment moi, s'appelait ta grand-mère ? Ou s'appelle ? Rahma, voilà, et qui n'est plus là d'ailleurs, paix à son âme. Mais c'était, alors elle était, les fins de sa vie, elle était aveugle, donc elle était malvoyante. Donc c'était tout un rituel. On était autour d'elle et elle le faisait toujours, et c'est elle qui le faisait. Donc tu vois, je t'en parle avec émotion. Bah oui, mais même nous, on est émus. Mais voilà, mais c'était l'événement quand elle le faisait. Et d'ailleurs, tu vois, je t'en parle et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à vouloir goûter du couscous tout le temps ? Et là, pendant que je te dis ça, je me dis, c'est peut-être cet événement, quoi, ces événements-là qu'on a vécu avec elle, où c'est elle qui faisait le couscous. C'est-à-dire que quand on recevait du monde ou quand on faisait des réunions de famille, c'est elle qui préparait le couscous, malgré le fait qu'elle ne voyait pas. Bah, c'est très beau cette Voilà. histoire. Merci beaucoup, Samira. Je Alors, t'en messieurs, Bah, moi, je vais pas faire dans l'originalité. Hein. C'est aussi un souvenir d'enfance, la paella. De ma grand-mère. Voilà, c'est les réunions de famille. C'est que de bons souvenirs, des grandes tablées. Ouais. Et donc, à chaque fois... Alors, je suis très difficile sur la paella, du coup. alors du coup, qu'est-ce qu'on a dans ta paella ? Alors, c'est... Parce qu'il y a plusieurs écoles. C'est celle à la Valencienne. Donc... Donc, Voilà. Et donc, du coup, c'est à chaque fois que j'en mange une, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Parce que, alors, quand je vais en Espagne, j'évite de manger de la paella. Parce que c'est là-bas que j'ai mangé les moins bonnes. Donc, mais oui, c'est ça. C'est le souvenir d'enfance de ces grandes réunions de famille. Et c'est pareil, c'était un peu l'événement. C'était pour les grandes occasions. Et donc, on était des tablés de 40, 50 personnes. Donc, il fallait des grands plats pour les faire. Mais oui, que de bons souvenirs alors d'enfance. du coup, Nicolas, la garniture, cette paella. Alors, du poulet, les petits pois. Les pois. petits pois. Il y a beaucoup de gens qui disent que les petits pois dans la paella, ce n'est pas une vraie paella, mais ma grand-mère en mettait. D'accord. Donc, quand je vois une paella, surtout avec les petits pois, et puis bien sûr les fruits de mer. D'accord. Et le chorizo, alors ou pas ? Le chorizo. Et ça dépendait, pas toujours. d'accord. Pas toujours, mais oui, le chorizo. Alors, quand c'est moi qui la demande, il y a du chorizo dedans. Oui. Si je crois bien, du côté de Valence, ils mettent pas de safran. Non.
Ouais, il n'est pas jaune. Le riz n'est pas jaune. Le riz n'est pas jaune. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on met en épices? Alors là, la recette, moi, je ne la connais pas. Mais au niveau des épices, je ne me souviens pas ce qu'elle mettait dedans. Mais effectivement, le riz n'est pas coloré. Non. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est intéressant. Ah ouais. Du piment ou du pédolone fumé, là, légèrement. Ah, les pimientos. Ouais. Alors c'est pas original. Ah mais on n'est pas là, mais on s'en On fiche, n'est ça, pas c'est du pas tout grave. dans le côté très original, mais bon, moi j'avais un grand-père qui était passionné de. En fait, il avait deux passions. Il avait la passion. Il était restaurateur en vieilles voitures, donc des voitures de 1900. Et il avait la cuisine. Donc en fait, quand il arrêtait de travailler dans l'atelier, il allait en cuisine et puis il était toujours en train de dire qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais il avait aucune base finalement de cuisine. C'était pas son métier, mais il était passionné. Donc les souvenirs sont des souvenirs d'enfance où voilà, on faisait plein de choses avec lui et j'ai un souvenir qui est assez fou parce que il était comme ça. Il me dit on va aller manger au restaurant. Mais en fait, on n'allait pas manger au restaurant. On allait manger dans plusieurs restaurants parce qu'il m'expliquait que là, il fallait manger ça là et que là-bas, on allait manger ça parce que c'est comme ça et que c'est le meilleur de la région. Et donc, du coup, j'ai appris à comprendre que finalement, il y a des très bons restaurants, mais il y a surtout des plats avec de l'émotion. Et donc l'émotion, en fait, c'est de dire à quelqu'un qui finalement va retourner dans le même endroit chaque fois pour manger la même chose. Et donc il y a un riz de veau qui est un riz de veau champignons et qu'il faisait lui-même aussi après parce qu'il dit c'est pas très compliqué, je veux le faire à la maison. Donc et on mangeait le riz de veau aux champignons. Et après, il y avait, on faisait aussi la cuisine du loto, parce que ma grand-mère allait au loto, on ramenait des lots, et du coup, on réveillait mon grand-père en pleine nuit, on lui dit, on a gagné. Et du coup, il se levait le matin, et il disait, je vais faire la cuisine. Donc, voilà, c'est un souvenir un peu d'enfance, mais qui finalement m'a donné le goût à ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, donc pour répondre juste à ta question, Virginie, le riz de veau champignon. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que cette question est très émotionnelle et suscite en vous beaucoup d'émotions, qui est assez communicative. Donc, alors, on va terminer par deux questions qui sont... Mais toi, tu n'as pas répondu à la question. Alors moi, je dis toujours, c'est les bugnes de ma grand-mère. Mamie Janine, voilà, si tu m'écoutes sur ton smartphone que tu n'as pas. Mamie. Voilà, qui a 98 ans et qui est très en forme et qui continue à faire toujours son petit lapin en cocotte et à boire son petit verre de vin rouge. Je pense que c'est ça qui la met en forme aussi. Donc oui, c'est les bugnes. Les bugnes, voilà, donc le beignet. Moi, j'ai des origines alsaciennes. Donc voilà, tout ce qui est au moment de Mardi Gras, les beignets de Mardi Gras, c'est des... Mais du coup, tu me poses des questions. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Cette transition des lettres à la cuisine. Alors, parce que quand même, tu quittes un qui poste. m'interviewe. Non mais oui, non, en fait, moi, j'ai toujours adoré la gastronomie. Je faisais beaucoup de cuisine pour ma famille, mais j'ai jamais voulu en faire mon métier parce que j'avais peur de monter ma boîte, parce qu'on a toujours peur d'être dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai pas de formation, parce que la légitimité, etc. Blablabla. Et en fait, à un moment, on m'a proposé de monter une école privée qui n'a pas abouti. C'était donc en 2013, et là, je me suis dit, je pense que c'est un signe. Donc, je me suis lancée. D'accord. Voilà. Ça va faire 10 ans. Je voulais te poser la question l'an dernier quand tu étais passé nous voir, et après, à mon grand regret, je me suis dit, attends, elle est partie, je ne sais même pas pourquoi, du coup... Voilà, parce qu'en fait, il y a eu un projet qui a avorté, et je me dis que ça a été le signe. Voilà, donc un mal pour un bien, toujours. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, les deux dernières questions. Merci, Samira. J'aimerais que vous continuiez la phrase. Pour moi, cuisiner, c'est... Partager. Donner du plaisir. Un moment de plaisir. C'est partagé, ouais, c'est ça. Et la dernière, donc qui compte beaucoup pour moi, quelle est votre définition de la passion ? La définition de la passion. Pour toi, qu'est-ce que la passion ? Aimer, partager, on retrouve toujours cette notion de partage, et transmettre. Quand tu es passionné... Mais c'est pareil, il n'y a pas du tout de réponse type, c'est vous faire parler. Prof de lettres, juste à côté. Ça, je non, la passion, tu oublies, là, je suis chef aujourd'hui, je ne suis pas prof de lettres. Non, c'est la transmission, et puis c'est la remise en question aussi, parce que
Si on est passionné, ça veut dire qu'on est curieux. Donc du coup, quand on est curieux, normalement, on doit apporter des choses différentes. Passion sans modération. Oui, d'accord, merci. Très bien. C'est pas mal. Très bien. Pour moi, c'est le partage, c'est de mettre beaucoup de cœur dans ce qu'on fait. Bien. Alors, c'est la question, effectivement, que je pose parce que, voilà, moi, ma boîte s'appelle Communique Passion. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes dans le podcast Passion sans modération. Et je pense que c'est ce qui me fait me lever tous les matins, aussi fatiguée je puisse être. Mais tout le monde a répondu. Vous êtes donc le 17e podcast. Tout le monde a répondu et chaque réponse est différente parce que chaque réponse est aussi tellement subjective qu'elle porte quelque chose de vous. Donc, merci d'avoir répondu. Je vais être obligée de conclure. Oui, vous pouvez pleurer. Oui, c'est la fin. C'est vrai. Alors, avant de conclure, j'aimerais quand même remercier... Non, j'ai pas de questions, mais pour en arriver, on est une petite structure, une toute petite association. Pour en arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui avec la qualité qu'on souhaite partager aux femmes de nos quartiers, j'ai quand même pas mal de gentilles et de belles fées qui nous accompagnent. On a Sandra, on a Sophie, on a Nadia. Alors, j'ai peur d'en oublier, mais on a Joël, voilà. Et on a également Jean-Marc Mormec, qui est le parrain de l'association. Et je ne pouvais pas conclure mais tu as raison. En racontant notre histoire et notre aventure sans parler de Jean-Marc, qui, grâce à lui, nous a fait aussi de belles rencontres. On a pu rencontrer Alain Ducasse, qui est venu à la rencontre des mamans. Mais qui est cet homme ? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Tu connais pas, je te le présenterai. Justement... Et on a aussi eu l'occasion de partager un grand moment avec Thierry Marx. Et deux grands noms. Alors, deux grands noms qui ont... Alors, pour la petite histoire, c'était marrant, parce que quand on a prévenu les mamans, on a dit alors... moment exceptionnel, on va avoir deux grands chefs de renom qui passent nous voir, etc. Et tu vois, cette culture des chefs, on connaît pas. Alors, j'ai eu les deux écoles. J'ai eu des mamans qui m'ont dit « Mais c'est génial, c'est formidable !» Et ça sautait dans tous les sens. Et d'autres mamans qui m'ont dit « Mais c'est qui cela ?» Et du coup, à la fin, elles étaient très fières et très heureuses de les rencontrer. Et surtout, très fières de leur faire goûter ce qu'elles font. Et du coup, à chaque fois, on organise des goûters. Et tu t'es renseignée pour aller cuisiner chez Cuisine Mode d'Emploi ? Tout à fait. Si, mais il nous a ouvert ses portes pour la première formation HACCP qu'on a fait sur la première édition. On n'avait pas vraiment de cuisine. Et du coup, il nous a accueillis dans le 20e. On a eu le droit au petit-déj, on a eu le droit au déjeuner. Et, super sympa. Christophe, tu voulais dire quelque chose ? On avait fait, parce que je travaillais avec Alain Ducasse, on avait fait un programme Femmes d'avenir, puisqu'on avait l'école à Argenteuil. Et donc on avait 50 femmes qu'on avait pris en formation et qu'après on avait envoyé dans les restaurants pour justement qu'elles s'initient finalement à ce métier. Donc c'était un peu plus long, mais pas... Voilà. Ah, mais c'est important le côté immersif justement de ce parcours de professionnalisation. Et puis une femme que je ne peux pas non plus oublier, Fatima Al, qui nous accompagne et qui nous suit. Et c'est pour ça, quand tu nous as donné ces petites étiquettes, je me suis dit, tu vas nous faire une définition à la fin, parce que l'exercice que je lui ai donné, c'est qu'à notre prochaine rencontre, comme elle est anthropologue et elle travaille aussi beaucoup autour des épices, c'est de me définir à travers une épice. Oui, d'ailleurs, tu nous as dit que tu allais nous dire... Que j'allais vous dire quoi ? Que tu allais nous définir avec les... Ah oui, non, là, c'était juste... c'est difficile. T'es pas sérieuse ? Ah non, là, j'ai voulu juste parler de Monsieur Bria-Chavarra. Mais après, non, j'ai pas cette capacité-là. Je peux l'essayer de la développer pour la deuxième saison. Mais alors, deuxième saison. Deuxième saison. Alors, donc, en conclusion... Je souhaitais vous dire, donc j'ai noté en live, j'ai fait vraiment ma conclusion en fonction de ce que vous m'avez procuré. Au cours de cette conversation à 4 voix, nous avons écouté votre histoire, votre engagement, votre savoir-faire et votre vision du milieu. J'ai beaucoup aimé votre bienveillance, votre ambition, votre émotion et le sens de la transmission. Évidemment, également la passion qui vous anime et qui fait vraiment écho à la mienne. Merci Samira. De rien, merci pour ton invitation. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à toi Virginie. Merci Christophe. Merci. Et à tous mes auditeurs, à bientôt pour le prochain épisode. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim.
J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!